La pauvre veuve, avec 2 enfants, a hébergé un inconnu sans savoir qu'il était un. Claire Dubois vivait dans une maison modeste, aux volets bleus écaillés, nichée au pied des collines humides qui entouraient la petite commune de Saint-Léonard-de-Noblat, à une trentaine de kilomètres de Limoges. Elle avait 35 ans, le dos légèrement voûté par la fatigue et les mains abîmées par le froid et les années de labeur. Depuis la mort brutale de son mari, victime d'un accident de moto une nuit sans lune, Claire élevait seule ses 2 enfants, Théo, âgé de 7 ans, et Luna, qui venait tout juste de souffler ses 5 bougies. Leur vie suivait un rythme aussi prévisible que les saisons, les matins précipités, les petits déjeuners composés de pain rassis et de confiture maison, les trajets à pied sous la pluie jusqu'à l'école et les après-midi passés à courir d'un emploi à l'autre. Claire travaillait à mi-temps à la boulangerie du village, tenue par une veuve acariâtre qui la payait au lance-pierre. Les fins de mois arrivaient toujours trop vite, et elle ne comptait plus les fois où elle avait dû emprunter du sucre, du lait, ou même de quoi chauffer la maison. Ce soir-là, une pluie lourde et insistante fouettait les vitres de la boulangerie. Le ciel d'octobre s'était assombri plus tôt que d'habitude, et l'odeur du pain chaud ne suffisait pas à chasser l'humidité qui s'infiltrait dans les murs. Claire nettoyait le comptoir avec des gestes lents, presque mécaniques, jetant de temps à autre un regard vers la rue vide. Elle s'apprêtait à éteindre la dernière lumière quand une silhouette attira son attention. Sous le réverbère vacillant, un homme était assis en face de la vieille cabine téléphonique, désormais hors service. Il était trempé jusqu'aux os, la tête baissée, le dos courbé, les coudes posés sur les genoux. Il ne bougeait pas, figé comme une statue abandonnée. Claire hésita. Elle n'avait aucune envie de se mêler aux affaires des autres, surtout pas à cette heure. Mais quelque chose dans la posture de l'homme, sa solitude peut-être, ou la façon dont la pluie semblait l'ignorer tant il semblait ailleurs, la poussa à franchir la porte. « Monsieur » lança-t-elle en s'approchant, sa voix se perdant presque dans le vent. L'homme releva lentement la tête. Il avait le visage fin, les traits tirés par la fatigue. Ses yeux, d'un bleu si clair qu'il semblait détonner avec le gris de la nuit, croisèrent ceux de Claire. Il n'avait pas l'air ivre ni menaçant, juste perdu. « Vous allez bien » demanda-t-elle, plus doucement. Il hocha la tête sans conviction. « Je crois que... je ne sais pas où aller. » Claire regarda autour d'eux. La rue était vide, les volets fermés, les lumières éteintes. Personne ne viendrait à son secours. « Vous ne pouvez pas rester là. Vous allez attraper la mort. » Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle le disait. Peut-être parce que quelqu'un l'avait aidée autrefois, ou peut-être parce que c'était ce que son défunt mari aurait fait. En tout cas, avant même qu'il ne réponde, elle ajouta « Venez, je n'habite pas loin. » Il hésita un instant, puis se leva avec lenteur comme s'il craignait de troubler quelque chose de fragile. Claire remarqua qu'il boitait légèrement. Ils marchèrent en silence jusqu'à la petite maison aux volets bleus. Luna et Théo dormaient déjà, leurs corps emmêlés dans un lit trop étroit, réchauffé par une vieille couverture en laine. Dans la cuisine, Claire tendit une serviette à l'homme et fit chauffer un peu de soupe. Il accepta sans un mot, ses gestes toujours mesurés, presque solennels. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle enfin. « Marc. » Sa voix était grave, posée. « Marc, c'est suffisant pour ce soir. » Elle acquiesça, comprenant qu'il ne voulait pas en dire plus. Pas encore. Ce soir-là, Claire ne dormit que d'un œil. Elle entendait les planches du couloir craquer sous les pas de l'étranger. Mais au lieu de l'inquiéter, cette présence inattendue apportait un étrange sentiment de calme. Il y avait dans cette nuit pluvieuse quelque chose de différent. Comme si, pour une fois, ce n'était pas juste la routine grise d'un autre jour à survivre. Quelque chose venait de commencer, même si elle ne savait pas encore quoi. Le lendemain matin, le ciel restait d'un gris uniforme, lourd, presque menaçant. Mais la pluie avait cessé. L'odeur persistante de terre mouillée montait depuis les champs détrempés autour du village. Claire s'était levée avant le jour, comme toujours, pour préparer les enfants. Lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle trouva Marc assis à la table, les mains entourant une tasse vide. Il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi, mais ses yeux restaient vifs, alertes. Il s'était rasé, avait trouvé un peigne quelque part, et malgré ses vêtements humides et froissés, il conservait une allure étonnamment propre et digne. Claire, observant cette apparente élégance, sentit naître en elle une nouvelle forme de curiosité. Ce n'était pas un homme ordinaire, pas un vagabond errant, comme on en croisait parfois près de la gare. Il y avait chez lui une retenue polie, une façon de parler mesurée, presque étudiée.
Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pesait autant ses mots, comme s'il venait d'un monde lointain, régi par d'autres règles. Théo fut le premier à descendre, encore ensommeillé, les cheveux en bataille. Lorsqu'il aperçut Marc, il s'arrêta net sur la dernière marche, le regardant avec une prudence instinctive. Claire s'apprêtait à intervenir, mais Marc s'était déjà levé, doucement, pour s'agenouiller à hauteur d'enfant. « Bonjour, jeune homme, je suis Marc. Et toi ?» Théo jeta un regard vers sa mère qui hocha imperceptiblement la tête. « Théo » répondit-il d'une voix basse. Puis ce fut au tour de Luna qui, malgré son jeune âge, n'hésita pas à s'approcher pour poser une question directe. « Pourquoi t'es triste ?» Le regard de Marc vacilla un instant, mais il sourit. « Je crois que tu es très observatrice, peut-être parce que j'ai tout perdu récemment. » La simplicité de sa réponse surprit Claire autant que les enfants. Pas de détour, pas de mensonge, seulement une tristesse nue, assumée. Mais cette franchise ne suffisait pas à répondre aux questions qui commençaient à se bousculer dans l'esprit de Claire. Que faisait-il là, sur cette route secondaire, à moitié gelée, sans téléphone, sans sac de voyage? Et pourquoi parlait-il avec une telle clarté, une telle maîtrise, comme quelqu'un habitué aux entretiens formels, pas à l'improvisation d'une vie en fuite? Les jours suivants, Marc s'installa dans un coin de la maison. Il proposa de rendre service, et malgré les hésitations initiales de Claire, il se révéla rapidement indispensable. Il réparait tout ce qui traînait cassé depuis des mois. Une étagère branlante, une lampe qui clignotait sans raison, même le robinet de la cuisine qu'aucun plombier local n'avait su corriger. Il travaillait sans demander rien en retour, se contentant de peu, mangeant frugalement, dormant sur le canapé avec une couverture trop courte. Mais ce n'étaient pas ses compétences manuelles qui impressionnaient Claire. C'étaient plutôt les détails subtils qui trahissaient un passé bien différent de ce qu'il laissait entendre. Un matin, alors qu'elle préparait un simple bouillon, il identifia un ingrédient rare dans le pot d'épices qu'elle n'utilisait presque jamais, du sumac. Un autre jour, il corrigea naturellement les devoirs de Théo, passant du français aux mathématiques, puis à quelques mots d'allemand sans effort apparent. Il savait trop de choses, et ses gestes avaient une précision qui ne s'apprenait pas dans la rue. Un soir, alors que les enfants dormaient, Claire s'autorisa une question plus directe. « Tu as vraiment tout perdu ?» Marc, qui lisait un vieux livre emprunté à la bibliothèque municipale, ferma lentement l'ouvrage et leva les yeux vers elle. « Oui. Et avant ça, tu faisais quoi ?» Il réfléchit longuement avant de répondre. « J'étais dans les affaires, une entreprise. Trop de responsabilités, pas assez de vie. » Elle hocha la tête, consciente qu'il ne dirait pas davantage ce soir-là. Mais quelque chose clochait. Même sans chercher à savoir plus, elle sentait que cet homme cachait une douleur complexe, trop bien contenue. Pas seulement une perte, mais une cassure volontaire. Comme quelqu'un qui aurait fui quelque chose d'encore plus profond que la simple ruine. Les enfants, eux, l'adoptèrent rapidement. Théo lui montrait fièrement ses dessins, lui posait des questions sur tout. Luna, plus tactile, allait s'asseoir à côté de lui sans dire un mot, juste pour être là. Il n'essayait pas de les séduire, pas de les amuser. Il était simplement présent, attentif, sincère. Une semaine passa, puis une autre. La présence de Marc devenait presque naturelle. Les voisins commencèrent à poser des questions, mais Claire se contentait de dire qu'il était un ami de passage. À la boulangerie, on commentait sa silhouette discrète qu'on apercevait parfois dans la ruelle, mais personne n'insista. Puis, un matin, alors qu'elle préparait les tartes aux pommes, Claire aperçut du coin de l'œil une scène étrange. Marc, dans la cour, examinait un vieux téléphone portable qu'il sortit furtivement de sa veste. Il le ralluma, tapa quelque chose, puis le rangea rapidement. Lorsqu'il rentra, il fit comme si de rien n'était. Ce détail minime en apparence ralluma les doutes qu'elle tentait de garder à distance. Pourquoi cacher un téléphone? Pourquoi n'en avoir jamais parlé? Il avait dit qu'il avait tout perdu. Mais alors d'où venait cet appareil? Et surtout, à qui écrivait-il ou cherchait-il à joindre? Claire décida de rester en alerte sans rien dire. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais une forme d'inquiétude prudente. Marc n'était pas violent ni imprévisible. Au contraire, il était bien trop calme, bien trop posé. Et cette retenue permanente finissait par devenir en elle-même une sorte de mystère. Une nuit, alors que les enfants dormaient profondément, Claire descendit discrètement. Elle trouva Marc assis dans l'obscurité du salon,
la lumière de la lune dessinant des ombres fines sur son visage. « Tu ne dors jamais ?» Il haussa légèrement les épaules. « Pas vraiment, pas depuis longtemps. » Elle s'assit en face de lui, en silence. Puis à voix basse, « Tu sais que je t'apprécie beaucoup, mais je sens que tu me caches quelque chose. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure à peine audible, « Ce n'est pas parce que je veux te mentir, c'est parce que je ne sais pas encore si je peux rester. » Et sur ces mots, il se leva et sortit dans la nuit. Claire resta là, glacée par cette phrase. Elle comprenait désormais que cet homme n'était pas seulement en fuite d'un passé, mais suspendu dans un entre-deux dangereux. Et elle n'avait encore aucune idée de ce qu'il avait vraiment laissé derrière lui. Le froid s'installait lentement sur la campagne limousine. Les feuilles mortes s'accumulaient sur les sentiers boueux, et les fenêtres des maisons, embuées de l'intérieur, trahissaient les foyers qui se refermaient sur eux-mêmes. Claire, elle, poursuivait son quotidien avec une régularité douloureuse, mais désormais perturbée par une présence qui semblait trop parfaite pour être ignorée. Marc n'était pas simplement un inconnu accueilli par compassion. Il devenait un paradoxe vivant, un homme entre deux mondes, et chaque jour passé en sa compagnie révélait de nouveaux détails troublants. Ce fut Théo, un après-midi de mercredi, qui fit une première découverte inattendue. Il jouait dans le salon, étalant ses petites voitures et ses figurines sur le tapis, lorsque sa balle roula sous le canapé. En se penchant pour la récupérer, il tomba sur un objet métallique enveloppé dans un foulard sombre. Intrigué, il l'apporta à sa mère sans comprendre l'importance de ce qu'il venait de trouver. Claire défit le tissu avec précaution et découvrit à sa grande stupeur un imposant bracelet-montre. L'objet était visiblement de grande valeur, orné d'une finition en platine, avec une inscription discrète au dos. Elle connaissait cette marque. Il s'agissait d'un modèle suisse produit en série limitée, dont elle se souvenait avoir vu un article dans un magazine de luxe. Une pièce coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros, son cœur s'accéléra. Ce n'était pas un objet qu'un homme sans abri pouvait posséder. Ce n'était pas non plus un cadeau banal ou un héritage familial oublié. C'était un accessoire choisi, acquis et entretenu avec soin. Claire rangea le bracelet dans un tiroir sans rien dire à Théo, mais sa méfiance, jusque-là voilée par la routine, prit une place nouvelle dans son esprit. Les jours suivants, elle observa Marc avec une attention redoublée. Elle notait ses gestes, ses habitudes, la manière dont il tenait ses couverts, découpait le pain ou nouait sa serviette. Il y avait chez lui une élégance qu'aucune misère n'aurait pu effacer. Il ne jurait jamais, choisissait ses mots avec précision et évitait systématiquement les discussions trop personnelles. Chaque réponse à ses questions semblait pesée, adaptée, comme s'il construisait un récit avec le soin d'un avocat plaidant sa propre cause. Un matin, alors qu'il réparait le grille-pain, un vieux modèle que Claire pensait irréparable, il identifia immédiatement le problème et le corrigea en moins de 10 minutes, utilisant des outils improvisés qu'il avait assemblés dans une boîte d'outils de fortune. Lorsqu'elle lui demanda comment il savait faire cela, il haussa simplement les épaules. « J'ai toujours été bon avec mes mains », répondit-il. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est que peu de personnes avaient cette capacité à diagnostiquer une panne électrique en un regard. Plus tard, alors qu'ils cuisinaient ensemble, il reconnut immédiatement un flacon d'huile de truffe que Claire n'utilisait que lors de rares occasions. Il en huma le parfum avec précision, commenta sa provenance et même son année de production. Il connaissait les crus comme un sommelier et évoquait les textures et les origines avec une aisance qui détonnait avec sa prétendue vie de fugitif. Claire sentit un frisson la traverser. Elle avait devant elle un homme qui, malgré son silence, laissait échapper des fragments d'un passé nettement plus raffiné, plus structuré et infiniment plus riche que tout ce qu'il avait bien voulu laisser croire. Un soir, tandis qu'elle lisait un vieux livre dans le salon, elle entendit un bruit léger provenant de la chambre d'amis, celle que Marc occupait. Elle s'approcha sans bruit, poussa doucement la porte entrebâillée et le vit assis au sol, les jambes croisées, entouré de papiers qu'il replaçait méthodiquement dans une pochette noire. Elle ne distingua pas les documents, mais la manière dont il les manipulait, avec des gants en tissu fin, révéla un soin presque maniaque. Lorsqu'il se rendit compte de sa présence, il leva la tête, surpris, puis referma calmement la pochette. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'avais soif. » Il hocha la tête, sans chercher à se justifier. Claire, cette fois, n'insista pas. Mais à partir de ce soir-là,
Elle ne parvint plus à faire taire cette petite voix intérieure qui lui murmurait que Marc cachait bien plus qu'un passé douloureux. Elle décida d'agir discrètement. Un matin, alors qu'il était parti chercher du bois à la lisière de la forêt, elle profita de son absence pour examiner les quelques affaires qu'il gardait dans un sac en toile posé dans un coin de la pièce. Elle fouilla avec précaution, veillant à remettre chaque objet exactement à sa place. Au fond, entre deux t-shirts soigneusement pliés, elle trouva une enveloppe rigide contenant un document plié en trois. Il s'agissait d'une ancienne attestation bancaire au nom de Marc Delarue. Ce nom résonna immédiatement dans son esprit. Elle l'avait entendu quelques mois plus tôt à la télévision, dans un reportage évoquant la mystérieuse disparition de l'héritier d'un empire technologique français. L'homme était présenté comme un génie discret, issu d'une famille influente, connu pour sa discrétion et son aversion pour les apparitions publiques. Il avait disparu sans laisser de traces, et les spéculations allaient bon train. Dépression, fuite volontaire, chantage ou même enlèvement. Claire remit l'enveloppe à sa place, le cœur battant. Elle se sentait à la fois trahie et troublée. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui se retrouvait dans sa maison, au milieu d'une vie qu'il ne semblait pas comprendre, mais qu'il habitait pourtant avec aisance. Et surtout, elle se demandait quel danger il apportait avec lui. Car un homme comme Marc Delarue ne disparaissait pas sans que d'autres ne le cherchent activement. Et s'il avait menti sur son nom, sur son passé, sur ses intentions, que restait-il alors de vrai dans ce qu'il leur avait montré? Pourtant, malgré toutes ses réserves, Claire n'arrivait pas à le haïr. Il n'avait jamais été violent, jamais intrusif. Il s'occupait des enfants avec tendresse, l'aidait dans ses tâches quotidiennes et même dans son silence offrait une présence qui comblait, sans l'admettre, une absence qu'elle n'avait jamais osé affronter. Mais elle savait désormais que la vérité finirait par se dévoiler et que lorsqu'elle le ferait, rien ne serait plus comme avant. Les jours raccourcissaient de plus en plus et l'obscurité s'installait bien avant que les enfants ne terminent leurs devoirs. Claire s'efforçait de maintenir la normalité dans la maison, mais une tension discrète s'était glissée dans sa routine. Depuis qu'elle avait découvert l'identité probable de Marc, chaque mouvement, chaque silence, chaque regard qu'il posait sur elle semblait chargé d'un poids supplémentaire. Elle n'avait rien dit, ni à lui, ni à personne. Mais garder un tel secret la minait à petit feu. Un soir, alors qu'elle rentrait de la boulangerie, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Une camionnette noire était garée non loin de l'épicerie, moteur éteint, phares éteints, mais habités. Deux silhouettes étaient visibles à travers le pare-brise. Elle ralentit le pas, observa brièvement, puis continua son chemin sans montrer le moindre signe de nervosité. Pourtant, à l'intérieur, son cœur battait violemment. Cette camionnette, elle ne l'avait jamais vue dans le coin. Or, à Saint-Léonard, chaque véhicule inconnu se remarque. L'endroit était trop calme, trop routinier, pour tolérer la présence discrète d'un inconnu, encore moins d'un véhicule stationné pendant de longues minutes sans raison apparente. Elle ne dit rien à Marc ce soir-là. Il préparait un potage, comme il le faisait souvent désormais, et racontait à Théo et Luna une histoire drôle qu'il inventait au fur et à mesure. Claire l'observait, et son malaise grandissait. Ce contraste entre l'homme chaleureux dans sa cuisine et l'ombre inquiétante garée à quelques rues de là devenait difficile à concilier. Mais la présence du véhicule n'était pas un hasard. 2 jours plus tard, la camionnette réapparut, cette fois un peu plus près de la maison. Claire, qui revenait avec Luna d'un passage rapide chez la pharmacienne, sentit l'appréhension se transformer en certitude. Quelqu'un cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Le lendemain matin, alors qu'elle étendait le linge derrière la maison, son voisin, M. Harel, un homme âgé à la voix toujours trop forte, l'interpella de sa clôture. « Claire, tu sais qu'il y a des gens qui posent des questions sur le village? Des types bien habillés, pas d'ici. Ils ont demandé si on avait vu un homme en costume qui aurait disparu récemment. » Claire tenta de sourire, fit un geste d'ignorance, mais son ventre se serra. Elle remercia vaguement M. Harel et rentra précipitamment. Dans la cuisine, Marc lisait le journal local, comme à son habitude, les jambes croisées, une tasse de thé à la main. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit-elle sans détour. Il leva les yeux sans surprise apparente. Une camionnette noire est revenue plusieurs fois dans la rue. Des gens en costume posent des questions dans le village. Et ce matin, mon voisin m'a dit qu'il cherchait un homme en costume qui aurait disparu. Marc baissa légèrement la tête, puis la releva avec lenteur. Son regard n'était pas celui de la peur, mais de la résignation. Alors,
Ils m'ont retrouvé. Claire sentit un frisson remonter le long de son dos. Qui exactement? Ceux qui ont tout intérêt à ce que je reste introuvable, et ils n'abandonnent jamais quand ils veulent quelque chose. Il ne donna pas de nom, mais cette fois, il ne niait plus. Il confirmait ce qu'elle savait déjà. Il fuyait. Non pas la pauvreté ni la solitude, mais des gens suffisamment puissants pour le chercher jusqu'ici, dans un hameau oublié des cartes de France. Cette nuit-là, Claire eut du mal à dormir. Elle entendait le vent frapper les vitres, les feuilles racler le toit, mais plus encore, elle entendait les paroles de Marc résonner dans son esprit. Le lendemain matin, elle le trouva dans le jardin, occupé à réparer le portail arrière. Il semblait calme, concentré, mais son visage trahissait une fatigue inhabituelle. « Je vais devoir partir, dit-il sans préambule. » Claire sentit son estomac se nouer. « Quand ? » ?»« Bientôt. Peut-être ce soir. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à ça. Ni toi, ni les enfants. Ils sont en danger tant que je reste ici. »« Et si tu ne reviens pas ?» demanda-t-elle sans pouvoir masquer l'angoisse dans sa voix. Il la regarda longuement, puis sortit une enveloppe de sa poche. « Ah, si je ne reviens pas d'ici 3 jours, ouvre ça. » Elle prit l'enveloppe sans dire un mot. Elle était scellée, sans inscription, épaisse. Elle la glissa dans un tiroir de la cuisine, le cœur lourd. Marc partit peu après, sans explication, sans bagage apparent, simplement vêtu d'un manteau noir usé. Claire resta figée dans l'entrée longtemps après qu'il eut disparu dans le brouillard du petit matin. Les heures qui suivirent furent lentes, douloureuses. Théo et Luna remarquèrent rapidement son absence, mais Claire prétexta une course importante. Elle s'efforça de maintenir les rituels, le goûter, les dessins animés, les devoirs, mais rien n'y faisait. La maison avait perdu quelque chose de sa chaleur avec le départ de Marc. Une tension silencieuse s'était installée dans les murs. Le deuxième jour, la camionnette noire revint, garée non loin du lavoir. 2 hommes descendirent, cette fois-ci en simulant un reportage local. Ils frappèrent à la porte sous prétexte de collecter des témoignages sur les traditions du village. Claire les reçut brièvement sur le pas de la porte, refusant de les faire entrer. L'un des hommes, grand, au regard perçant, observait la maison derrière elle avec un intérêt qu'il ne dissimulait pas. « Vous vivez ici seule, madame ?»« Avec mes enfants, » répondit-elle avec fermeté, « et je n'ai pas le temps pour vos questions. » Ils repartirent sans insister, mais Claire savait qu'ils reviendraient. Elle ferma toutes les portes à clé ce soir-là, glissa une chaise sous la poignée de la porte principale et garda son téléphone à portée de main. Elle ne dormait plus, guettant le moindre bruit, le moindre grincement suspect. Au 3e jour, Marc n'était toujours pas revenu. Claire se leva avant l'aube, descendit sans bruit dans la cuisine et s'arrêta devant le tiroir. Elle ouvrit lentement, sortit l'enveloppe, la posa sur la table. Ses mains tremblaient. Elle savait que l'ouvrir serait franchir un seuil sans retour, mais elle savait aussi qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait comprendre dans quoi elle avait été plongée, malgré elle. Alors, d'un geste décidé, elle rompit le seau et glissa les feuilles sur la table. Ce qu'elle découvrit allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur Marc. Les papiers que Claire étala sur la table n'étaient pas simplement des feuilles remplies de mots, mais des fragments d'une vérité plus vaste, plus grave et plus dérangeante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. D'abord, une lettre manuscrite, d'une écriture soignée, structurée, sans fioriture. Marc y expliquait sans détour qu'il n'était pas celui qu'il avait prétendu être. Il s'appelait bien Marc Delarue, héritier d'un conglomérat technologique basé à Lyon, et il avait disparu volontairement à la suite d'un scandale interne à son entreprise, un conflit étouffé à coups d'avocats, de pression politique et de chantage silencieux. La lettre commençait par une justification personnelle. Il évoquait le poids des responsabilités imposées depuis sa jeunesse, l'ambition dévorante de son père, la froideur des conseils d'administration et l'absence totale de place pour les émotions ou les erreurs. Mais au-delà de cette dimension intime, Marc écrivait avec clarté sur un épisode précis. Un désaccord majeur avec son associé principal, Louis Garnier, autour d'un contrat avec un fournisseur étranger. Ce contrat, soi-disant innovant, reposait en fait sur un transfert illégal de technologies sensibles. Marc avait découvert l'affaire presque trop tard. En essayant de la stopper, il s'était attiré la colère froide de Garnier, qui mobilisa aussitôt ses contacts pour l'évincer. Dans les documents joints, Claire trouva une copie d'un témoignage écrit d'un ancien cadre de l'entreprise, accompagné d'un relevé de transactions suspectes.
D'autres feuilles présentaient un brouillon de déclaration juridique jamais déposée, qui accusait Louis Garnier d'avoir délibérément fait disparaître des preuves pour l'incriminer à la place. Marc expliquait dans la lettre qu'au moment où il avait compris l'ampleur de la machination, il avait déjà été discrètement suspendu de ses fonctions, officiellement pour des raisons de santé mentale. En réalité, on l'avait poussé à s'effacer pour sauver la réputation de la société. Puis Claire tomba sur un document qui la laissa sans voix. Il s'agissait d'une coupure de presse plastifiée datée d'environ 1 an auparavant, évoquant un ancien ingénieur licencié sans motif valable qui s'était par la suite suicidé dans des circonstances floues. En bas de la page, une note manuscrite disait « Julien Dubois, cela m'a hanté plus que je ne peux l'expliquer. » Claire sentit son souffle se bloquer. Julien Dubois, c'était le nom de son mari. Son esprit refusa d'abord d'y croire. Son mari avait effectivement travaillé dans le secteur de l'électronique et il avait été remercié de façon soudaine. Elle s'était toujours dit qu'il y avait quelque chose de trouble dans cette histoire, mais n'avait jamais eu les moyens ni la force de creuser. Maintenant, les morceaux s'assemblaient. L'homme qu'elle avait accueilli chez elle n'était pas seulement un inconnu en fuite, il portait une part du passé de son propre mari. Une dette morale peut-être, une responsabilité non avouée. La lettre se terminait par des mots plus personnels. Marc y exprimait une forme de remords, pas directement lié à Julien Dubois, mais au système qui l'avait servi aveuglément pendant des années. Il reconnaissait sa complicité passive, son silence, son confort maintenu au prix de la souffrance d'autres. Son départ n'était pas seulement une fuite, c'était une tentative d'effacement, une volonté de disparaître avant d'être consumé par ce monde qu'il n'avait plus la force de combattre de l'intérieur. Claire, en refermant les documents, ressentit une colère froide se mêler à une compréhension silencieuse. Elle n'était pas dupe. Elle savait que ce genre de pouvoir, lorsqu'il est menacé, répond avec brutalité. Et elle comprenait maintenant pourquoi la camionnette noire rôdait depuis des jours. Marc ne fuyait pas une erreur passagère, mais une guerre souterraine menée dans l'ombre entre actionnaires, juristes et influenceurs politiques. Ce soir-là, elle ne parla à personne. Elle rangea les papiers dans une boîte en fer qu'elle dissimula dans la cave, sous une planche du vieux plancher, là où elle conservait les souvenirs de Julien. La maison lui semblait soudain plus étroite, plus fragile. Chaque craquement du bois, chaque bruit de voiture dans la rue, déclenchait en elle une poussée d'adrénaline incontrôlable. Le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait à emmener les enfants à l'école, elle aperçut un des hommes en costume debout près du lavoir. Il ne fit rien d'ouvertement menaçant. Il se contenta de la regarder longtemps avant de remonter lentement la rue. Ce n'était pas une visite, c'était un message. À la boulangerie, la tension monta d'un cran. Madame Bergot, la patronne, lui demanda si elle connaissait ces types bizarres qui traînaient depuis quelques jours. Claire nia, bien que ses mains tremblaient légèrement en pétrissant la pâte. L'odeur de levain, autrefois réconfortante, lui paraissait désormais acide, étrangère. Rentrée chez elle, elle prit une décision. Elle n'allait pas attendre que tout lui explose au visage. Elle devait comprendre jusqu'où allait cette histoire. Elle se connecta à un vieil ordinateur portable, encore fonctionnel, et commença à chercher des informations sur Marc Delarue. Les premières pages de résultats étaient confuses. Certaines évoquaient sa disparition comme une fuite, d'autres comme un possible enlèvement. Aucun consensus, aucun détail clair, mais dans un article enfoui, elle trouva une mention d'un procès suspendu, faute de témoins clés. Le témoin, selon le journaliste, aurait disparu peu après avoir tenté de livrer des preuves contre un des membres du conseil d'administration, Louis Garnier. Claire comprit que Marc était ce témoin. Son rôle dans cette affaire n'était pas passif. Il détenait quelque chose, des données, un accès, une clé, peut-être même des preuves matérielles. Et si c'était le cas, il était plus que recherché. Il était essentiel. Un homme que certains devaient faire taire, à tout prix. Cette révélation lui fit froid dans le dos. Car si ces hommes étaient prêts à s'en prendre à Marc, ils pourraient aussi la viser, elle et ses enfants. Elle n'était plus simplement une veuve dans un village oublié. Elle était désormais une pièce dans un échiquier dont elle ne comprenait pas encore toutes les règles, mais dont elle savait qu'il ne permettait aucune neutralité. En fin de journée, Théo demanda innocemment quand Marc reviendrait. Claire répondit qu'elle l'ignorait, mais que s'il leur avait confié cette enveloppe, c'était qu'il leur faisait confiance. Elle n'osa pas dire ce qu'elle savait désormais, mais au fond d'elle-même,
Elle sentait que le retour de Marc ne serait pas simple, qu'il ne reviendrait pas seulement comme un hôte discret, mais comme un homme poursuivi par quelque chose qu'il avait décidé, enfin, d'affronter. La pluie qui précédait et suivait cette journée créait dans la petite commune un sentiment d'étrangeté silencieuse. Le ciel, bas et plombé, semblait se pencher un peu plus sur les toits modestes, comme pour témoigner de ce qui allait se jouer. Après le départ de Marc, Claire avait senti chaque pièce de la maison se figer dans l'attente. Le temps s'étirait, le moindre son prenait une forme nouvelle. Et puis, un matin d'automne, l'annonce éclata sans rompre le rythme, mais changea tout. La camionnette noire reparut, cette fois postée non loin de la boulangerie, moteur coupé mais portières entr'ouvertes. 2 hommes en sortirent, costumes sombres, cravates austères, visages indéfinis sous des chapeaux trop bas. Ils avancèrent d'un pas calculé dans la rue pavée, jetant des regards rapides vers la maison de Claire. Elle les vit depuis la fenêtre, le cœur verrouillé. Elle hésita à fermer les rideaux, mais retint son geste. Elle voulait savoir, voir jusqu'où on irait. Ils entrèrent dans la boulangerie comme si c'était une routine. Claire, occupée à ranger les derniers pains, sentit leur présence immédiatement. L'un d'eux déclara un nom qu'elle reconnut vaguement. Monsieur Garnier avait été mentionné dans les documents qu'elle avait lus. L'homme aux yeux froids posa son regard sur Claire un instant, puis l'autre tendit une carte professionnelle, prononça des mots sur un sujet de reportage local, mais Claire sut que ce n'était pas un reportage. Elle sut car tout dans leur attitude respirait autre chose. Un contrôle, un marquage. Pendant ce temps, Marc était absent. Il avait envoyé un message bref la veille. « Je dois sortir. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. » Il ne donna pas de lieu, ne précisait rien. Cette absence soudaine ne la surprit plus. Elle avait appris que chez cet homme, les silences étaient pleins de dangers. Ce soir-là, Claire reçut un appel, mais la ligne était coupée par des grésillements. Elle raccrocha. Quelques minutes plus tard, un bruit discret retentit à la fenêtre de la cuisine. Elle sursauta, se dirigea vers la pièce. Elle vit la silhouette d'un homme qui faisait demi-tour rapidement dès qu'il l'aperçut. Elle ne chercha pas à l'interpeller. Elle coula simplement dans l'ombre. Une pensée lui traversa l'esprit. Ils sont ici. Les jours suivants, tout changea. Claire sentit la maison devenir étroite, les nuits plus longues, les réveils plus tôt. Elle verrouillait chaque porte, vérifiait les fenêtres, rangeait l'enveloppe dans sa poche avant de sortir. Elle ne le disait pas aux enfants. Elle ne voulait pas alarmer Théo et Luna, qui avaient retrouvé auprès de Marc une stabilité rare. Elle voulait qu'ils croient à un retour normal, à une vie identique à celle qu'ils connaissaient. Mais à chaque coup de vent, chaque crissement du bois, elle retenait un frisson. Puis, un soir, Marc revint. Il rentra discrètement, le visage couvert de grimes, vêtu d'un manteau trempé, le bras en écharpe. Claire fut la première à l'apercevoir, dans l'encadrement de la porte. Luna, excédée de ne pas savoir, entra en courant. « Marc, tu es revenu !» Et Théo se leva du canapé, laissant tomber son livre. L'émotion animait la pièce, mais le soulagement fut de courte durée. Quand il posa le pied dans la cuisine, il s'écroula presque, et Claire se précipita pour l'aider. Il était épuisé, blême, sa respiration saccadée. Il s'assit finalement et dans un souffle déclara « J'ai échappé à quelque chose de grave. Ils étaient là. » Il marqua un temps, le silence pesait comme une pierre sur la table. Claire sentit le monde vaciller autour d'elle. Elle posa la tasse de thé qu'elle lui avait préparée, la main tremblante. « Qui ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas. « Ceux qui ne veulent pas que je parle, ceux qui me surveillaient depuis des semaines. Et ce matin, ils sont passés à l'acte. Je suis ressorti en retard, j'ai pris une route secondaire. Ils m'ont suivi. Le pneu a éclaté. Je me suis arrêté. Ils sont descendus d'un véhicule noir, armé. Un coup, un échange. Il s'arrêta, des larmes dans les yeux. Il ne dit rien d'autre. Claire n'avait rien préparé pour ce moment-là. Rien pour ce que cela signifiait. Les enfants, un peu intimidés par la scène, s'étaient figés. Luna tremblait légèrement. Théo essayait de comprendre. Claire prit une décision. Elle ne laisserait pas l'homme qu'elle avait accueilli devenir un danger pour sa famille. « Tu restes ici » dit-elle, presque sèchement. « Je ne peux pas » répondit-il. « Alors je vais appeler la gendarmerie. » Elle réalisa ces mots à peine prononcés, mais aucun retour arrière ne semblait possible. Marc secoua la tête. « Non, je ne peux pas.
Pas pour l'instant. Il se leva avec effort, s'appuya sur la table. Il avait une faiblesse nouvelle. Il savait qu'il ne trouvait plus de repos. Claire, malgré la peur, sentit une détermination monter en elle. Elle se tourna vers les enfants. « Allez vous coucher. » Ils obéirent sans un mot. Quand ils eurent disparu, Claire reprit. « Tu ne pourras pas te cacher indéfiniment. Ils savent maintenant où nous sommes. » Il hocha la tête. « Je sais, et je les ai vus. » Elle ne l'écouta plus vraiment. Elle pensa à son mari, à cette vie usée par la précarité, à la force silencieuse qu'elle avait dû développer pendant toutes ces années. Elle se redressa et dit « Demain, je te trouverai un plan. Nous sortirons ensemble. » Il la regarda, étonné. « Sortir ?» Elle planta son regard dans le sien. « Oui, sinon ils viendront ici. » Elle ne précisa pas ce qu'elle entendait par « sortir », mais elle savait que rester ne serait plus possible. Ce qu'il avait fui jusqu'à présent ne se contentait plus de sa présence. Il avait éveillé un intérêt dangereux. Le lendemain matin serait le début d'un combat qu'elle ne choisissait pas, mais qu'elle devait mener. La nuit se referma autour de la maison, implacable, et dans l'obscurité, chacun se prépara sans mot dire à ce que l'on appellerait un départ ou un dernier refuge. Les jours suivants furent marqués par une tension permanente, comme si chaque seconde s'étirait sous le poids de l'incertitude. Marc restait enfermé à la maison, encore faible, et passait la majeure partie de son temps à observer la rue depuis la fenêtre du salon. Il avait cessé d'expliquer ses silences. Claire, elle, s'occupait de tout. Les repas, les enfants, la boulangerie, et maintenant, l'angoisse d'une intrusion possible à tout moment. Les hommes en costume ne s'étaient pas montrés depuis la dernière apparition, mais leur absence n'apaisait rien. Elle la rendait au contraire plus nerveuse. Le calme pouvait aussi être une stratégie. Le calme, dans ce genre d'histoire, annonçait souvent la tempête. Claire n'était pas du genre à rester spectatrice. Elle avait appris à agir, à survivre. Et cette fois, elle refusait de laisser Marc affronter seul quelque chose qui dépassait leur compréhension, mais menaçait désormais leur réalité. Elle savait qu'elle devait voir plus loin, comprendre ce qu'il ne disait pas, découvrir ce qu'il lui avait encore caché. Elle se souvenait de l'enveloppe, de cette lettre, de cette fortune évoquée à demi-mot, et elle savait qu'il y avait plus encore. Le surlendemain, tandis que Marc dormait, épuisé par une nuit agitée où il n'avait cessé de se retourner dans le canapé, elle prit une décision. Elle retourna dans la cave, là où elle avait caché les documents. Elle ouvrit la boîte métallique. En dessous des papiers qu'elle avait déjà lus, elle découvrit un autre pli plus ancien, scellé avec soin. Elle hésita, mais le choix n'existait plus. Elle ouvrit. Il s'agissait d'une copie de testament, rédigée quelques mois avant la disparition officielle de Marc. Il était clair, précis, rédigé par un cabinet juridique de Lyon. Marc Delarue y désignait Claire Dubois comme personne de confiance, dépositaire d'une responsabilité financière majeure. En cas de décès ou d'incapacité prolongée, elle deviendrait la gestionnaire d'un compte placé à l'étranger, contenant une somme à 7 chiffres. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il s'agissait d'un fonds sécurisé, distinct de l'entreprise Delarue Technologies, destiné, selon les mots mêmes du document, à garantir une seconde chance à ceux qui n'ont pas eu de première. Claire sentit ses jambes flancher. Elle s'assit sur les marches froides de la cave, le papier tremblant dans ses mains. Elle tenta de comprendre ce qu'elle lisait. Marc avait mis son nom, le sien, noir sur blanc, comme bénéficiaire d'un compte dont elle n'aurait même pas pu rêver l'existence. Pas comme héritière, pas comme épouse, mais comme gardienne. Il avait anticipé sa disparition. Et plus encore, il avait anticipé qu'elle jouerait un rôle qu'elle n'avait jamais demandé. Pourquoi elle? Était-ce en rapport avec son mari? Était-ce une forme de réparation? Un choix dicté par la culpabilité? Ou bien, avait-il réellement vu en elle une force que même elle ne soupçonnait pas? Elle remonta lentement à la surface. Marc s'était réveillé. Il était assis dans la cuisine, les yeux fatigués, le visage encore marqué par la douleur. Elle s'assit en face de lui. Elle ne cria pas, ne demanda pas d'explication. Elle posa simplement le testament sur la table. Il baissa les yeux, lut le document et ne dit rien. Puis, enfin, il releva la tête. Il ne nia pas. Il ne détourna pas la conversation. « Je savais qu'un jour tu le lirais. » Claire serra les lèvres. « Tu as prévu ma vie sans me demander mon avis. Ce n'était pas pour te piéger, c'était pour protéger ce qui pouvait encore l'être. S'il m'arrivait quelque chose, je voulais que tout ne soit pas perdu. »
Tu es la seule personne en qui j'ai eu confiance après tout ce que j'ai traversé. Ce que tu appelles confiance, c'est m'avoir mise dans une situation que je ne comprends même pas encore. Tu as pensé à ce que cela signifiait pour moi. Pour mes enfants? Oui, c'est justement pour eux que je l'ai fait. Cette fois, elle se leva. Elle ne cria toujours pas, mais sa voix s'était durcie. Alors écoute-moi bien. Tu veux qu'on te protège? Tu veux qu'on garde tes secrets? Très bien. Mais à partir de maintenant, je ne reste plus en retrait. Tu vas tout me dire. Chaque détail, chaque nom, chaque risque. Il acquiesça. Il comprenait que le silence n'était plus possible. Et c'est ainsi que Claire Dubois, simple boulangère à mi-temps, veuve discrète et mère de 2 enfants, prit les choses en main. Elle commença à contacter des gens. Pas la police. Pas encore. Mais d'anciens camarades de son mari, des techniciens, des gens du métier, des personnes qui avaient connu les coulisses de l'entreprise. Elle fouilla dans les anciens mails de Julien, découvrit des bribes de correspondance laissées ouvertes. Elle recolla les morceaux d'un passé qu'elle avait refusé de revisiter. Et petit à petit, elle assembla un tableau plus vaste. Julien avait été victime d'un licenciement déguisé après avoir tenté d'alerter sur des anomalies comptables. Il avait été isolé, mis au placard, puis lâché. Claire comprit que ce n'était pas un hasard si Marc avait fini chez elle. Ce n'était pas le fruit du destin ou d'une fuite improvisée. Il l'avait peut-être ignoré au début, mais en découvrant son nom, son adresse, il avait fait le lien. Et au lieu de fuir plus loin, il était resté. Peut-être pour réparer quelque chose. Peut-être pour affronter ce qu'il n'avait pas su empêcher. Mais maintenant, Claire refusait d'être une simple pièce dans ce jeu. Elle voulait contrôler l'histoire. Elle voulait que ses enfants soient à l'abri, que la vérité éclate, et que les responsables paient, un par un, pour Julien, pour elle, pour tous ceux qu'on avait effacés pour protéger des fortunes et des apparences. Marc, assis à côté d'elle, le comprit. Il ne dit plus rien ce soir-là. Il la laissa prendre les décisions. Elle qui autrefois avait simplement voulu survivre, devenait désormais celle qui allait combattre. Et dans le silence de la maison, quelque chose changea profondément. Ce n'était plus lui, l'homme traqué, le fugitif. C'était elle, Claire Dubois, qui désormais tenait les cartes. Les jours suivants furent marqués par une intensité presque irréelle. Claire, désormais consciente de l'envergure du conflit dans lequel elle s'était trouvée entraînée, ne pouvait plus faire marche arrière. Elle avait pris le contrôle de la situation et Marc, affaibli mais lucide, respectait cette nouvelle dynamique. Ensemble, ils passaient de longues heures à reconstituer le fil des événements, à croiser les informations que Claire avait découvertes avec les souvenirs de Marc. Chaque détail comptait désormais. Chaque nom, chaque date, chaque mail oublié pouvait être la clé d'une stratégie à venir. Marc lui parla plus librement. Il lui raconta ce que Claire n'avait jusque-là deviné qu'en fragments. L'entreprise Delarue Technologies, autrefois florissante, était devenue le terrain d'une guerre interne silencieuse. Son père, fondateur visionnaire mais autoritaire, avait placé entre les mains de Marc une structure tentaculaire, mais profondément infiltrée par des intérêts divergents. Parmi eux, Louis Garnier, le cofondateur, était devenu progressivement plus influent, plus discret, plus dangereux. Garnier n'était pas seulement un stratège financier. Il savait manipuler les chiffres, les actionnaires et surtout les perceptions publiques. Lorsque Marc avait tenté de bloquer une série de transferts suspects vers une société écran basée à l'étranger, Garnier avait riposté par une campagne de discrédit méthodique. Il avait fait fuiter de faux rapports psychiatriques, falsifié des relevés de comptes, semé le doute sur la santé mentale de Marc. Puis, au moment opportun, il avait orchestré sa disparition, espérant que la rumeur ferait le reste. Marc n'avait pas résisté. Il avait fui. Il savait que dans un tel système, la vérité seule ne suffisait pas. Il fallait des preuves et surtout, il fallait les faire apparaître au bon moment. Ce bon moment, il le sentait approcher. Il confia à Claire qu'il avait conservé une série d'enregistrements audio, réalisés à son insu par un ancien collaborateur loyal. Ces fichiers contenaient des conversations précises entre Garnier et d'autres membres du conseil d'administration, où des manipulations financières et des menaces étaient évoquées sans détour. L'un des enregistrements, selon Marc, pouvait suffire à faire tomber toute la structure de protection dont Garnier bénéficiait. Mais il avait besoin d'un allié pour le rendre public sans compromettre la sécurité de ceux qui y étaient associés. Il avait prévu de le remettre à un procureur indépendant, mais il ne pouvait pas le faire seul.
Claire proposa une solution que Marc n'avait pas envisagée. Elle avait découvert que l'ancien collègue de son mari, un homme du nom de Pascal Lemoine, travaillait désormais dans un service de contrôle des fraudes à Paris. Elle le contacta discrètement. La voix de Lemoine au bout du fil trahissait une surprise sincère. Il se souvenait de Julien, se disait bouleversé d'apprendre que Claire avait été plongée dans un tel chaos. Il accepta de les rencontrer, mais à une seule condition, que Marc soit présent et que l'entretien se fasse dans un lieu public sécurisé. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du quartier de Montparnasse, à Paris. Claire hésita, mais Marc était décidé. Il savait que fuir plus longtemps ne ferait que renforcer Garnier. Et surtout, il voulait reprendre sa dignité. Il ne souhaitait pas seulement se disculper, mais aussi détruire le système qui avait broyé tant d'hommes, dont Julien Dubois. Claire insista pour l'accompagner. Elle organisa tout. Une voisine de confiance garda les enfants. Elle emprunta un véhicule, vérifia le trajet, anticipa même des plans de repli si quelque chose tournait mal. Le matin du départ, Marc se rasa, enfila une chemise sobre mais impeccable et glissa dans la doublure de sa veste une clé USB contenant les preuves. Son visage trahissait la fatigue, mais ses yeux avaient retrouvé une étincelle ancienne, celle d'un homme prêt à faire face à ce qui l'avait terrassé. Le trajet jusqu'à Paris fut silencieux, mais jamais tendu. Il savait que tout allait se jouer en quelques heures. À leur arrivée, ils marchèrent côte à côte dans les rues encore humides jusqu'au café convenu. Pascal Lemoine était déjà là. Un homme calme, aux cheveux poivre et sel, dont le regard direct inspirait confiance. Il ne posa pas de questions inutiles. Il écouta. Marc parla brièvement mais clairement. Puis il tendit la clé. Lemoine la prit sans mots, la glissa dans une pochette renforcée et assura qu'il enverrait les documents directement à une cellule spécialisée. Il pensait que tout s'arrêterait là. Mais c'était sans compter sur l'ombre qui les suivait depuis le village. Alors qu'ils sortirent du café, une voiture noire surgit brusquement à l'angle de la rue. 2 hommes en descendirent. Claire reconnut l'un d'eux immédiatement. C'était l'homme qui avait frappé à sa porte en se faisant passer pour un journaliste. Il avança d'un pas rapide, déterminé. Marc comprit. Il attrapa le bras de Claire, la poussa vers la station de métro la plus proche. Ils coururent. Pascal Lemoine resta derrière pour les couvrir, cria quelque chose que Claire n'entendit pas. Dans le métro, ils se glissèrent parmi les passagers, descendirent à la station suivante, prirent une correspondance puis un taxi au hasard. Ils ne s'arrêtèrent que 2 heures plus tard, dans une rue anonyme du 14e arrondissement. Marc haletait, Claire aussi, mais ils étaient en vie. Et plus encore, ils savaient que les preuves étaient entre de bonnes mains. Ce n'était plus une question de fuite, c'était désormais une question de jours avant que tout éclate. Marc se tourna vers elle, appuya son dos contre un mur et lui dit d'une voix rauque « Tu m'as sauvé la vie ». Claire répondit sans détour « Non, je t'ai rendu ta chance ». Ils ne se dirent rien de plus. Ce soir-là, ils ne rentrèrent pas à la maison. Ils passèrent la nuit dans une petite chambre d'hôtel, anonyme parmi tant d'autres. Et pour la première fois depuis le début, Claire sentit que la peur changeait de camp. Ils étaient rentrés à Saint-Léonard-de-Noblat 2 jours après leur fuite à Paris. Le calme apparent du village contrastait violemment avec l'intensité des heures qu'ils venèrent de vivre. Claire conduisait, concentrée sur la route sinueuse, tandis que Marc, silencieux, regardait défiler les arbres aux feuilles tombantes. Ils n'avaient pas échangé beaucoup de mots depuis leur nuit à l'hôtel. Pas par manque de choses à dire, mais parce que chacun digérait ce que la tension avait cristallisé. Ils avaient franchi une frontière invisible, et désormais plus rien ne pouvait être comme avant. En rentrant à la maison, les enfants les accueillirent avec des cris de joie et des étreintes spontanées. Claire sentit ses yeux se remplir sans qu'elle puisse les contrôler. Luna s'accrocha à sa jambe. Théo s'empressa de raconter sa semaine. Ils ne savaient rien de ce que leurs parents par substitution venaient d'affronter, et il valait mieux que cela reste ainsi. La maison sentait le café et le bois brûlé. Une voisine attentionnée avait allumé le feu et laissé de quoi réchauffer un plat sur la cuisinière. Le contraste avec Paris était saisissant. Ici, le monde semblait avoir mis sur pause ce qui ailleurs continuait de rugir. Mais le répit ne dura pas. Le lendemain matin, alors que Marc réparait une planche du vieux plancher de la véranda, Claire s'assit en face de lui. Elle ne tournait plus autour du sujet. Elle avait vu assez, compris assez, et vécu assez pour ne plus supporter les demi-mots. « Tu savais qui était Julien, n'est-ce pas ?» Marc ne leva même pas les yeux.
Il enfonça une vis avec calme, ajusta la planche, puis s'essuya les mains sur son pantalon. Enfin, il se redressa et son regard croisa celui de Claire avec une honnêteté totale. Pas au début, mais j'ai fini par comprendre, et j'aurais dû te le dire plus tôt. Claire ne dit rien. Elle attendait. Elle voulait les faits. Elle voulait ce qu'il avait porté en silence et qui avait changé leur lien sans même qu'elle le sache. Marc se leva, s'appuya contre le cadre de la porte et parla d'une voix posée, presque douce. Julien travaillait dans une des filiales techniques de notre groupe. Il était discret, compétent, respecté, trop intègre pour ce qui se préparait. Il a vu passer des données, poser des questions, alerter son supérieur. 1 mois après, il était mis à l'écart, officiellement pour réduction d'effectifs. En réalité, on l'a isolé parce qu'il savait. Il marqua une pause. Claire restait immobile, comme figée. Tout ce qu'elle avait soupçonné, deviné, pressenti, prenait enfin forme dans une réalité concrète. Je l'ai croisé une fois, continua Marc, dans un couloir à Lyon. Il sortait d'une réunion où il venait de se faire humilier par 2 cadres. Il avait le regard de quelqu'un qui sait qu'il ne pourra pas lutter. Mais il m'a vu, et il a compris. Il a compris que je n'étais pas aveugle. Mais je n'ai rien fait. Je l'ai laissé passer. Claire sentit un nœud dans la gorge. Ce souvenir, aussi lointain soit-il, avait suffi à ramener dans sa maison cet homme au passé si lourd. Elle comprit alors que Marc ne s'était pas réfugié là par hasard ou par simple instinct de survie. Il portait en lui une dette, pas une dette financière ou légale, mais une dette morale, un poids silencieux qu'il avait fui jusqu'à ce que les circonstances le ramènent à son point de départ. « Quand j'ai su que tu étais sa femme, dit Marc, j'ai hésité à partir. Mais tu étais là avec tes enfants et j'ai compris que c'était peut-être là que je devais être. Pas pour me cacher, mais pour comprendre ce que j'avais laissé faire. Claire n'avait pas besoin qu'il demande pardon. Elle n'en voulait pas. Ce qu'elle ressentait, c'était autre chose. Une reconnaissance douloureuse, une compréhension partagée entre 2 êtres brisés à des endroits différents, mais par la même structure, la même violence silencieuse. « Tu n'étais pas responsable, dit-elle enfin. Pas directement. Mais je n'ai rien empêché, répondit-il. Ce fut à ce moment précis que leur relation changea encore. Plus d'ambiguïté, plus de faux semblants, plus de gestes retenus. Claire comprit qu'elle était face à un homme qui n'essayait plus de fuir ses erreurs, mais de les affronter. Et dans cette volonté, elle trouvait une force qui l'étonnait elle-même. Dans les jours qui suivirent, ils préparèrent ce que Marc appelait le mouvement final. Les documents avaient été remis, les premiers retours étaient encourageants. Un procureur avait été saisi, une instruction était en cours. Les médias restaient prudents, mais des rumeurs commençaient à circuler. Des noms étaient murmurés, des comptes gelés. Garnier ne bougeait pas encore, mais son silence était celui d'un homme en train de négocier sa chute. Marc savait que cela allait provoquer une réponse, et il était prêt. Claire l'était aussi. Elle avait vu son monde basculer une fois. Elle savait maintenant comment tenir debout quand tout autour vacille. Elle protégeait ses enfants, sa maison, et cette part d'elle-même qu'elle n'avait jamais cru capable de se dresser face à des puissants. Un soir, alors qu'ils rangèrent des papiers dans le salon, Marc s'arrêta et la regarda longuement. « Tu sais pourquoi je ne suis pas parti, même après avoir compris qui tu étais ?» Claire haussa les épaules, lasse des symboles. « Parce que j'ai trouvé ici quelque chose que je n'avais jamais eu. Pas un abri, pas une protection, mais une vérité. Tu ne mens pas, Claire. Tu regardes les choses en face. Et dans ce monde, c'est devenu rare. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils étaient désormais au cœur du conflit, et ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais pour la première fois, ce n'était plus une fuite, c'était une avancée. Ensemble, droit dans le chaos. Les heures précédant le départ pour Paris avaient un goût métallique dans la bouche de Claire, comme si son corps tout entier anticipait l'issue d'un combat qu'elle n'avait jamais choisi de mener, mais qu'elle refusait désormais de perdre. Marc, plus silencieux que d'habitude, avait préparé chaque détail du plan. Ce n'était pas une fuite ni une tentative de négociation, c'était un affrontement. Pas armé, pas physique, mais aussi dangereux que s'il l'était. Ils allaient rencontrer Louis Garnier. Pas en secret, pas en terrain neutre. Garnier avait exigé une rencontre dans ses bureaux privés, au dernier étage d'un immeuble anonyme dans le 16e arrondissement, à Paris. Il ne s'agissait pas d'un piège classique, c'était un message. Il voulait montrer qu'il n'avait pas peur, qu'il contrôlait encore le jeu. Claire avait insisté pour accompagner Marc. Il avait d'abord refusé,
arguant des risques, puis cédait en voyant dans son regard qu'il n'aurait pas le choix. Elle n'était plus une spectatrice, et il avait fini par comprendre qu'elle savait gérer une situation de tension bien mieux que la plupart de ceux qu'il avait côtoyés dans les sphères haut placées. Ils laissèrent les enfants aux soins de leur voisine, avec des consignes strictes. Le trajet vers Paris fut tendu, mais sans un mot de trop. Chacun était enfermé dans sa préparation mentale. Arrivés devant l'immeuble, ils s'arrêtèrent un instant. Claire observa la façade lisse, sans enseigne, les vitres teintées, l'entrée surveillée par un portier trop discret. Elle inspira profondément, puis suivit Marc à l'intérieur. Au dernier étage, un homme de main les guida jusqu'à un salon spacieux, aux fauteuils de cuir et aux murs recouverts de boiseries sombres. Garnier les attendait déjà. Il se leva à leur entrée, souriant avec cette maîtrise glaciale propre aux hommes qui n'ont jamais connu d'obstacles qu'ils n'ont pu acheter ou écraser. Il tendit la main à Marc, qui la refusa. Claire resta en retrait, droite, le regard fixe. « Vous avez choisi un moment bien maladroit pour revenir, Marc, » dit Garnier avec un calme provocateur. « Et vous, un bien mauvais moment pour continuer à me sous-estimer, » répondit Marc sans détour. Garnier ricana, puis fit signe à ses hommes de sortir. Ils obéirent sans un mot. Le silence retomba dans la pièce, épais. « Que voulez-vous exactement » demanda Garnier, croisant les jambes avec lenteur. « Un accord, une signature, la cession de mes parts, contre l'abandon de toute poursuite et surtout, votre retrait définitif de la direction. » Garnier sourit à nouveau, comme s'il avait entendu une farce. « Tu veux me faire croire que tu peux me faire tomber avec des fichiers audio et des copies de mails? Tu sais très bien que j'ai des hommes dans chaque service d'enquête. Rien ne sort sans que je sois au courant. Ce temps est terminé. Les fichiers ont déjà été remis à un procureur que tu ne peux pas atteindre. Tu peux me faire disparaître si tu veux, mais la procédure est en cours. Et si quelque chose m'arrive, la presse aura tout. » Claire sortit calmement une clé USB de sa poche et la posa sur la table. « Et ça, c'est une copie de sécurité. Elle n'est pas seule. Il y en a d'autres. Tu ne contrôles plus rien. » Garnier la regarda pour la première fois avec attention. Il vit en elle, non pas une complice, mais une menace. Elle ne fléchit pas. « C'est elle, alors, la veuve de l'ingénieur, dit-il. Je me souviens. C'est vous qui avez fait tomber la première pièce du puzzle, votre mari. Il était plus dangereux que vous ne l'imaginez. » Claire sentit une colère ancienne remonter, mais elle se maîtrisa. « Mon mari était intègre. Ce mot vous est inconnu, mais il a plus de valeur que toutes vos actions. » Garnier sembla hésiter, puis avec une lenteur étudiée, il ouvrit un tiroir, en sortit un contrat pré-rempli et le posa sur la table. « Très bien, vous aurez votre accord. Mais sache que si tu signes, Marc, tu quittes définitivement ce monde. Plus de retour, plus de pouvoir, plus de nom. C'est exactement ce que je veux, » répondit Marc. Il signa. Claire observa le geste avec une étrange solennité. Ce n'était pas une reddition, c'était une libération. Mais à peine le stylo posé, un cliquetis se fit entendre dans l'oreillette de l'un des gardes revenus dans la pièce. Il pâlit, puis se pencha vers Garnier. « Ils sont là. »« Qui ça ?» gronda Garnier. « La brigade financière. Et la presse. Ils sont en bas. Et ils ont un mandat. » Le visage de Garnier changea. Son calme se fissura. « Tu m'as trahi. »« Non, je t'ai devancé. » Marc se leva, Claire à ses côtés. Ils se dirigèrent envers la sortie sans se retourner. En bas, les journalistes attendaient. Marc ne leur adressa pas un mot. Il entra dans une voiture banalisée où l'attendait un officier. Claire monta à ses côtés. Les flashs crépitèrent, mais il n'y eut pas de chaos. Seulement une fin. Celle d'un règne bâti sur la peur, les manipulations et le silence. Ils quittèrent Paris dans un silence étrangement apaisé. Claire ne posa aucune question. Elle savait que tout venait de changer. Marc n'avait plus d'empire, plus d'ennemis à fuir. Il avait tout perdu, sauf l'essentiel. Et dans ce silence, pour la première fois, elle sentit que la reconstruction pouvait commencer. Pas comme avant, pas en reprenant ce qui avait été détruit, mais en construisant quelque chose de nouveau. Ensemble, à leur manière, et surtout selon leurs propres règles. Quelques jours après leur retour à Saint-Léonard-de-Noblat, Claire et Marc retrouvèrent un semblant de tranquillité. La tempête médiatique qui avait éclaté à Paris n'avait pas tardé à faire le tour du pays. Les journaux télévisés, les sites d'information, les réseaux professionnels évoquaient désormais le scandale de la rue Garnier avec une intensité rarement vue.
Mais ici, dans le calme relatif du village, l'agitation semblait lointaine, presque irréelle. Pourtant, les conséquences concrètes ne tardèrent pas à les atteindre. Claire, qui continuait de travailler ponctuellement à la boulangerie pour maintenir un revenu minimal, fut convoquée un matin par le notaire local. Elle s'y rendit seule, pensant à une formalité concernant la maison ou un document lié à l'enquête. Mais lorsqu'elle entra dans le bureau, elle fut accueillie par un homme en costume sombre, porteur d'un cachet officiel du parquet de Paris. Il lui tendit une enveloppe avec un ton formel, presque solennel. « Ceci vous est adressé, Madame Dubois, au nom de Marc Delarue. » Elle ouvrit l'enveloppe devant lui. À l'intérieur, une lettre manuscrite brève et 2 documents. Le premier était une déclaration certifiant que Claire avait été nommée bénéficiaire officielle d'un fonds de réhabilitation sociale créé par Marc à partir d'une partie de sa fortune personnelle désormais débloquée. Le second document précisait que ce fonds, nommé Fonds Julien Dubois pour la justice et la mémoire, avait été enregistré à son nom, avec elle comme administratrice principale. Claire resta figée. La somme initiale injectée dans ce fonds dépassait le 1 million d'euros. Elle relut le document une seconde fois, le cœur battant. Il ne s'agissait pas d'un don personnel, ni d'un geste de remerciement. C'était un projet de portée nationale, destiné à soutenir les familles de lanceurs d'alerte injustement sanctionnés. Elle comprit immédiatement ce que cela représentait. Une réponse symbolique à l'injustice que son mari avait subie, une reconnaissance posthume, mais aussi un outil réel, concret, durable. En sortant du bureau, elle resta longtemps immobile sur le trottoir, regardant les passants sans vraiment les voir. Elle pensait à Julien, à tout ce qu'il avait enduré, à tout ce qu'ils avaient traversé. Et pour la première fois depuis sa mort, elle ne sentit plus de vide. Elle sentit une forme d'accomplissement, non pas une vengeance, mais une réparation. En rentrant chez elle, elle trouva Marc assis dans le jardin, entouré de Théo et Luna. Il leur montrait comment fabriquer un cerf-volant avec du papier recyclé et quelques bouts de bois. Lorsqu'il leva les yeux vers elle, il vit immédiatement qu'elle savait. Il n'y eut pas besoin de mots. Le regard qu'ils échangèrent disait tout. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Si, je l'étais. Ce que ton mari a perdu, je ne peux pas le rendre. Mais je peux éviter que d'autres subissent la même chose. » Elle hocha la tête, émue, mais retenue. Quelques jours plus tard, un nouveau courrier arriva. Celui-ci provenait d'un cabinet parisien. Claire crut d'abord à une suite administrative, mais en ouvrant l'enveloppe, elle découvrit un document de cession commerciale. Il s'agissait de la boulangerie du village, celle dans laquelle elle avait travaillé toutes ces années, celle où elle avait essuyé les remarques amères, les horaires abusifs et le salaire minuscule. Le document stipulait que l'établissement avait été acquis par une société anonyme il y a quelques semaines, puis transféré à son nom à titre gratuit. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle relut les clauses. Tout était légal, scellé, irréversible. Marc n'avait jamais mentionné cette opération. Elle alla le trouver immédiatement. « Tu as racheté la boulangerie. »« Oui, et tu me l'as donnée. Tu l'as bâtie, jour après jour, pendant des années. Ce n'est que justice. Pourquoi me le cacher? Parce que je voulais que ce soit un choix, pas un cadeau. Tu peux la vendre, la gérer, la fermer. C'est à toi. » Claire sentit une bouffée d'émotion la submerger. Elle avait passé tant d'années à subir, à se contenter, à accepter. Et soudain, on lui rendait le pouvoir. Pas une illusion, pas une faveur, mais une autonomie concrète, mesurable. Elle resta longtemps sans parler, simplement assise à côté de lui, respirant cet air nouveau, fait de possible. Le soir, elle annonça la nouvelle aux enfants. Théo sauta de joie, fier que sa mère devienne la patronne. Luna demanda si cela voulait dire qu'elle pouvait avoir des croissants tous les jours. Claire rit. Elle n'avait pas ri ainsi depuis des mois, peut-être même depuis des années. Elle passa les jours suivants à réfléchir à ce qu'elle voulait faire du lieu. Elle pensa d'abord à le vendre, puis à le transformer. Mais plus elle y pensait, plus elle comprenait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un commerce. C'était un symbole. Le lieu où elle avait été exploitée pouvait devenir celui où elle reprendrait sa dignité. Elle décida de rouvrir, mais à ses conditions. Horaires décents, produits locaux, un espace pour les enfants après l'école. Elle commença à dessiner des plans, à contacter des fournisseurs. Elle retrouva en elle une énergie oubliée. Marc, pendant ce temps, se faisait discret.
Il ne parlait plus de Paris, ni de l'enquête, ni de son nom qui, à nouveau, circulait dans les médias. Il passait du temps avec les enfants, réparait la clôture du jardin, rangeait les outils. Il était là, sans s'imposer. Et Claire comprenait que cette présence, loin d'être un fardeau, était une forme de soutien silencieux. Mais elle voyait aussi qu'il se posait une question qu'il n'osait formuler, rester ou partir. Maintenant que tout avait été révélé, que Garnier était mis en examen, que les preuves avaient été validées, Marc pouvait redevenir un homme libre. Il pouvait reprendre sa vie. Une vie qu'il n'avait pas choisi de quitter, mais qu'il avait été contraint de fuir. Claire, elle, avait pris sa décision. Elle ne voulait plus subir les absences. Elle ne voulait plus que les choix lui soient imposés. Et si Marc devait rester, ce serait à une condition, que cela vienne de lui librement, sans culpabilité, sans dette, sans besoin de se racheter. Il faudrait encore une réponse, une parole, un geste, mais pour l'instant, elle savourait cette trêve, cette reconstruction lente, et le fait inattendu qu'au milieu du chaos, quelqu'un avait pensé à redonner du sens à la mémoire de Julien, pas à travers des statuts ou des discours, mais à travers des actes, tangibles, concrets et irréversibles. Les semaines passèrent dans un rythme aussi surprenant que rassurant. La boulangerie rouverte sous une nouvelle enseigne, sobre, claire, simplement nommée Dubois, devint rapidement un point de rencontre dans le village. Claire, bien décidée à ne pas répéter les erreurs du passé, mit en place une structure coopérative. Elle embaucha 2 jeunes mères du coin, mit en place des horaires tournants, refusa de vendre des produits industriels et surtout transforma l'arrière-boutique en une petite salle où les enfants pouvaient venir faire leurs devoirs, jouer ou attendre leurs parents à la sortie de l'école. Ce n'était pas une révolution, mais c'était un espace honnête, vivant, habité par une énergie nouvelle. Un lieu dont elle était fière, non pas parce qu'il portait son nom, mais parce qu'il portait désormais ses valeurs. Marc observait tout cela de loin, sans jamais intervenir. Il avait cessé de parler de Paris, des procédures judiciaires ou des anciens associés désormais éclipsés des journaux. Il aidait parfois à livrer du pain dans les rues périphériques, réparait quelques objets pour les voisins, donnait des conseils techniques à Théo et dessinait avec Luna quand elle s'ennuyait. Mais une distance persistait, une prudence, comme s'il attendait une réponse à une question non posée, ou comme s'il craignait que son implication dérange. Claire le ressentait, et elle en souffrait sans vouloir le montrer. Il avait été à la fois un bouleversement et une reconstruction. Il lui avait apporté des conflits, des vérités douloureuses, mais aussi une force qu'elle ignorait posséder. Et pourtant, elle craignait qu'il parte. Non parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il ne se sentait peut-être pas digne de rester. Il n'avait jamais prononcé un mot d'amour, jamais exprimé un désir de rester pour toujours. Mais il était là, tous les jours, dans le détail des choses, dans les gestes qui ne demandent rien mais veulent tout dire. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble de la place du marché, le panier à moitié plein, Marc s'arrêta devant la boulangerie fermée pour la nuit. Il regarda l'enseigne illuminée d'un reflet discret et dit, sans la regarder, « Tu as réussi à créer quelque chose de propre, de vivant. Ce n'est pas donné à tout le monde. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que ce n'était pas un compliment. C'était une ouverture. Ils continuèrent de marcher en silence jusqu'à la maison. Une fois la porte refermée, les enfants couchés, elle prépara 2 tasses de tisane et s'assit à la table en bois de la cuisine. Marc l'imita. Il semblait chercher ses mots, hésitant entre plusieurs chemins possibles. « Je vais repartir, » dit-il enfin. Claire resta immobile, la main sur la tasse. « Où ? Je ne sais pas encore. Peut-être Lyon, peut-être l'étranger. J'ai besoin de faire le point. J'ai encore des choses à régler avec moi-même. » Elle acquiesça lentement. Elle ne voulait pas le retenir par orgueil ni par peur. Elle voulait que la décision vienne de lui, qu'il la choisisse, pas qu'il la prenne comme refuge. « Je comprends, » dit-elle simplement. Il la regarda longuement, presque avec stupeur, comme s'il s'attendait à une protestation, une colère ou au moins une larme. « Je ne pars pas parce que je ne veux pas être ici. Je pars parce que je dois m'assurer que je peux revenir pour de bonnes raisons. » « Et quelles seraient les mauvaises raisons ?» demanda-t-elle sans amertume. La culpabilité, le besoin de réparer, le confort, rien de tout ça n'est suffisant. Claire hocha la tête. Elle connaissait ce besoin de choisir vraiment, et non de s'accrocher à ce qui semble simplement logique. Alors pars, et reviens si c'est un choix, pas une habitude. Il la remercia d'un regard. Le lendemain,
Il fit ses valises. Peu d'affaires. Quelques vêtements, des papiers. Il embrassa Luna sur le front, serra Théo dans ses bras. Aucun drame, aucune promesse. Juste un au revoir franc, solide. Il monta dans le train de 10 heures du matin. Claire resta sur le quai jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. Puis elle rentra. Les jours suivants furent étrangement calmes. Elle travaillait, gérait la maison, accompagnait les enfants à l'école. Elle ne parlait pas de Marc. Elle ne vérifiait pas son téléphone en espérant un message. Elle n'attendait pas. Mais chaque soir, en refermant les volets, elle pensait à ce qu'il avait dit, à ce besoin de revenir, non pas comme un fuyard, mais comme un homme libre. 3 semaines passèrent ainsi. Un matin, en arrivant à la boulangerie, elle trouva un bouquet de lavande sauvage posé sur le comptoir. Aucun mot, aucune signature. Mais elle sut, il n'était pas encore revenu, mais il pensait à elle. Et surtout, il comprenait que tout devait venir dans le bon ordre. Une semaine plus tard, alors qu'elle servait une cliente, la clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux et le vit. Debout, vêtu simplement, un sac sur l'épaule, les yeux calmes. Il ne dit rien, elle non plus. Mais elle sourit. Pas un sourire éclatant, ni rempli de surprise. Un sourire plein d'évidence. Il s'approcha du comptoir, attendit que la cliente parte et dit « Je ne suis pas revenu pour rester. Je suis revenu pour te demander si tu veux que je reste. » Claire s'approcha doucement. Son regard était ferme. « Je ne veux pas que tu restes pour moi. Je veux que tu restes avec moi. » Il hocha la tête. Et dans ce simple échange, il y avait tout. Pas de promesses, pas de mensonges, pas de romantisme forcé. Juste une vérité. Il s'était trouvé au milieu du chaos. Et maintenant, il se choisissait. Pour de bon. Le printemps arriva sur le village avec la douceur discrète des renaissances silencieuses. Les fleurs réapparurent dans les jardins, les enfants recommencèrent à jouer dehors jusqu'à la tombée du jour, et le marché du samedi retrouva ses couleurs et son agitation tranquille. La boulangerie, désormais bien ancrée dans son nouveau rythme, ne désemplissait plus. Les habitants, autrefois méfiants ou simplement distants, venaient non seulement pour le pain chaud, mais aussi pour discuter, partager, s'attarder. Claire y avait instauré une ambiance que rien ne semblait pouvoir troubler. Marc avait repris une place dans cette vie, sans précipitation, sans s'imposer. Il était revenu, comme il l'avait dit, par choix. Il avait laissé derrière lui les procès, les affaires, les responsabilités qu'il avait écrasées. Il avait refusé de revenir sous son nom complet, refusé les interviews, les livres, les invitations à la télévision. Il voulait vivre autrement, pas caché, mais à visage humain. Il voulait une vie qu'il ne devrait pas défendre en permanence. Et cette vie, il l'avait trouvée là, au milieu des collines, entre une femme qu'il n'avait jamais imaginé rencontrer et 2 enfants qu'il avait adoptés sans condition. Claire ne lui avait rien demandé. Pas de titre, pas d'engagement officiel. Mais il était là chaque jour dans le concret des choses. Il réparait les vélos du quartier, livrait les commandes de pain dans les hameaux éloignés, aidait aux devoirs du soir, plantait des tomates dans le jardin qu'il avait remis en état avec Théo. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu celui qu'il avait peut-être toujours voulu être, sans jamais avoir su comment. Un après-midi de mai, la mairie organisa une fête communale, une de celles que les villages français entretiennent comme des fragments d'éternité. Les banderoles en tissu furent tendues entre les platanes, les stands installés sur la place principale, les gâteaux maison posés sur de longues tables en bois. Il y avait un orchestre local, quelques danses folkloriques, beaucoup de vin léger et de rires sincères. Claire portait une robe simple, claire, ses cheveux relevés en chignon lâche. Elle riait, discutait avec ses voisines, surveillait d'un œil Luna qui courait avec les autres enfants autour de la fontaine. Marc, lui, tenait un stand de limonade artisanale avec Théo. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais les gens venaient à lui naturellement. Ils lui posèrent des questions, partagèrent des anecdotes, demandèrent son avis sur des projets. Il n'était plus l'étranger, ni l'homme qu'on observait en silence. Il était devenu, sans que personne ne le remarque vraiment, l'un des leurs. Claire l'observa de loin, un instant. Et dans ce regard, tout ce qu'elle avait traversé remonta brièvement. Les années de solitude, les dettes, la fatigue, la douleur de ne pas comprendre la chute de son mari, la lutte quotidienne pour garder la tête hors de l'eau. Puis vinrent les semaines d'incertitude, les doutes sur Marc, les choix impossibles, les décisions précipitées. Et au milieu de tout cela, une vérité simple.
Elle n'avait jamais cessé d'avancer. Jamais cessé de faire, jour après jour, ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Marc rejoignit Claire en fin d'après-midi. Il portait une chemise roulée aux manches, le visage rougi par le soleil. Il lui tendit un verre de jus, s'assit à côté d'elle sur un banc. Ils regardèrent les enfants jouer sans parler. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il finalement, après un long silence. « Dis-moi, on croit souvent qu'on doit tout perdre pour changer. Mais en réalité, c'est en retrouvant les choses simples qu'on comprend ce qui compte. Ici, je ne suis personne d'important, et c'est la première fois que ça me rend heureux. » Claire hocha doucement la tête. « Moi, j'ai mis des années à me sentir à ma place, à me dire que je n'étais pas juste en train de survivre. Et aujourd'hui, pour la première fois, je crois que je vis vraiment. Grâce à toi, répondit-il, j'ai compris qu'on ne devient pas quelqu'un à force de réussir. On devient quelqu'un à force d'être là, présent, disponible, réel. » Elle le regarda, touchée mais sereine. Il n'y avait plus besoin de grandes déclarations. Ce qu'ils construisaient ensemble, jour après jour, était plus fort que n'importe quelle promesse. À la fin de la fête, alors que les guirlandes lumineuses scintillaient doucement et que les premiers rangements commençaient, Luna grimpa sur les genoux de Claire et s'endormit sans prévenir. Théo s'approcha en courant, les cheveux en désordre, et s'assit entre Marc et sa mère. Ils formèrent un instant un tableau que personne ne remarqua vraiment, sauf eux, une image d'équilibre, de paix, d'avenir. Quelques mois plus tard, Claire reçut une lettre de la préfecture. Le fonds Julien Dubois avait reçu une reconnaissance d'utilité publique. Il allait être élargi à l'échelle régionale avec des relais dans plusieurs départements. Elle fut invitée à prononcer un discours lors d'une cérémonie officielle. Elle y alla mais resta fidèle à ce qu'elle était. Elle parla peu, refusa les caméras, insista sur le collectif. Ce n'était pas son combat personnel, c'était une lutte pour tous ceux qui, un jour, avaient osé dire non à l'injustice. En rentrant de cette cérémonie, Marc l'attendait devant la maison. Il avait préparé le dîner. Les enfants avaient dessiné une affiche disant « Bienvenue à la vraie héroïne ». Claire sourit, les larmes aux yeux, et les serra tous dans ses bras. Ce soir-là, ils dînèrent dehors, sous les étoiles. Et tandis que les rires des enfants résonnaient dans le jardin, Claire comprit enfin. Tout avait un sens. Même les douleurs, même les pertes, même les moments où elle avait cru sombrer. Parce qu'au bout du compte, ce qu'elle avait trouvé, ce qu'ils avaient construit, valait chaque cicatrice. Elle avait donné un toit à un homme perdu. Il avait rendu justice à un mort silencieux. Et ensemble, ils avaient offert un avenir à deux enfants qui n'avaient rien demandé d'autre qu'une chose, que les adultes autour d'eux soient enfin à la hauteur de leur confiance.